La calisthénie est extrêmement contraignante pour les tendons, articulations et muscles. On réalise des mouvements hors du commun, mais très traumatisants pour le corps. Et malheureusement, plus de 90% des athlètes qui s'entraînent sérieusement sont confrontés à de nombreuses blessures, avec un certain degré de gravité. Ces blessures vont malheureusement ralentir notre progression et parfois même la stopper. Le problème, c'est qu'une blessure dans ce sport n'est pas normale. Oui, tu as bien compris, si tu te blesses, c'est forcément que tu fais quelque chose de mal. Les erreurs communes sont souvent un déséquilibre entre l'entraînement et la récupération, un manque de patience et de la précipitation pour apprendre un mouvement, ou même une mauvaise technique utilisée, un mauvais échauffement ou un manque de mobilité et de souplesse. J'ai donc décidé, dans cette grosse vidéo, de créer un énorme kit de soins pour tous les athlètes de calisthenics. Puisqu'on va découvrir les deux types de profils qui vont finir par se blesser, les 4 points à optimiser pour prévenir une blessure, les blessures les plus communes en calisthenics et comment les soigner, et même des tips spécifiques en calisthenics pour éviter de travailler un mouvement de la mauvaise manière. J'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai vraiment voulu créer quelque chose de très complet. Donc on découvrira aussi l'importance de la mobilité / souplesse qui joue un rôle crucial pour prévenir des blessures. Et surtout, en fin de vidéo, je vous montrerai les meilleurs étirements à effectuer pour vous préparer aux figures les plus complexes. Ces étirements, je les ai moi-même réalisés à mes débuts dans ce sport et c'est ce qui me permet aujourd'hui de réaliser les mouvements les plus impressionnants de cette discipline. Bref, pas plus de blabla, c'est parti. Il existe deux types de personnes qui peuvent se blesser sur le long terme à cause d'une contrainte physique. Les premières sont les personnes sédentaires, donc ceux qui bougent pas ou très peu. Et les blessures vont être bien différentes des athlètes puisqu'ils vont souffrir d'obésité, de diabète ou de maladies cardiovasculaires. Les deuxièmes, et c'est ceux qui nous intéressent, ce sont les athlètes. Et ceux-là vont plus être confrontés à des fractures, entorses, luxations, périostites, tendinites et j'en passe. Je vous parle de ces deux profils car on peut tracer une courbe avec. Si on met en abscisse le temps d'activité et en ordonnée le pourcentage de risque de blessure. Une personne sédentaire a donc un risque de blessure élevé et sera située en haut de la courbe. Et en plus de ça, elle sera à gauche car son temps d'activité sera plutôt faible. Contrairement à un athlète qui lui sera situé à droite de la courbe car il aura un temps d'activité beaucoup plus élevé. Par contre, son risque de blessure sera aussi très élevé, donc il va se situer en haut à droite. Si on devait tracer une courbe sur ce graphique, ce serait donc celle-ci. Et c'est pour cette raison que la société nous conseille toujours de trouver un juste milieu dans nos entraînements. Mais vous le savez, sur cette chaîne, je ne prône pas la moyenne ou la médiocrité. Si vous voulez devenir une personne extraordinaire, vous devez créer un déséquilibre extraordinaire. Et les meilleurs athlètes sont ceux qui arrivent à jouer avec cette courbe en ayant un temps d'activité assez élevé, mais juste en dessous le seuil de blessure. C'est évidemment compliqué à ajuster, mais on l'apprend avec le temps. Maintenant, je vais vous présenter 4 points qui causent 80% des blessures. En les optimisant, il vous sera presque impossible de vous blesser. Je ferai une vidéo entière dédiée à chacun de ces points dans les semaines à venir. Donc ici, je vais me contenter de les énoncer et de rentrer quand même légèrement en détail. Le premier, c'est la récupération. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une bonne progression qui prend en compte le fait de ne pas se blesser doit suivre certains cycles. Ces cycles sont essentiels à respecter si tu veux avoir une progression optimale avec un risque de blessure très bas. Lors de l'entraînement, on va créer des micro-lésions dans les tissus musculaires, mais aussi dans les tendons et ligaments. On le verra tout à l'heure, mais l'inflammation des tendons est une chose assez fréquente. Et lorsqu'on se repose, le flux sanguin diminue et ça réduit l'inflammation dans les tissus. En plus, le repos permet à votre système nerveux et musculaire d'assimiler ce qu'il a appris à l'entraînement. Donc un repos trop négligé rendra vos entraînements contre-productifs. Le deuxième, c'est le mindset que tu vas avoir au quotidien et pendant tes entraînements. J'ai toujours été passionné par l'influence du mental sur notre corps et sur la vie en général. Beaucoup d'études, et je vous en mets dans la description, démontrent la puissance du placebo. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, c'est un médicament sans aucun effet qu'on donne aux patients pour voir comment leur corps réagit. Et on s'aperçoit que lorsque le mental pensait que le médicament allait fonctionner,
le patient guérissait réellement. Ce qui est fou avec ces études, c'est qu'elles montrent à quel point la façon dont on pense va influencer notre réalité. On peut prendre aussi des cas bien plus extrêmes de patients qui se soignent du cancer sans utiliser le moindre médicament. Le docteur Joe Dispenza accompagne des personnes en phase terminale, ou des personnes qui ont perdu la vue ou qui ont plein d'autres maladies qui sont pour la plupart incurables. Ce docteur les apprend à changer de vie en changeant leur façon de penser. Il leur explique que la plupart des personnes subissent leurs pensées et ont des réactions inconscientes face aux événements de la vie. Par exemple, je vais casser un vase et immédiatement je vais me mettre en colère. Ces réactions sont dans 99% des cas inutiles et influencent négativement la vie. On peut même aller jusqu'à mesurer la fréquence de nos pensées en Hertz et on s'aperçoit que les personnes qui ont une vie plutôt pathétique ne vibrent pas à une fréquence très élevée. L'objectif est donc d'élever un peu nos pensées, d'être plus positif et de se concentrer sur les émotions à haute fréquence, comme l'amour, la gratitude, l'humilité, la reconnaissance, la confiance en soi et plein d'autres. Cela aura un impact considérable dans vos entraînements et dans le risque de blessure, car une personne se plaignant constamment de sa pauvre condition de mortel restera une larve ambulante toute sa vie. Celui qui essaye toujours de faire attention à tout ce qu'il fait pour ne pas se blesser va finir par se blesser. Soyez donc confiant et concentrez-vous sur ce qui peut optimiser vos performances plutôt que sur ce qui peut les réduire. Le troisième point, c'est l'échauffement. Il permet d'augmenter votre température corporelle et de lubrifier vos articulations en fluidifiant le liquide synovial qui s'y trouve. Cela va diminuer les blessures et assurer la longévité de vos articulations. Pour faire un bon échauffement, il faut suivre 3 grandes étapes. La première, c'est le cardiovasculaire. En calisthenics, on a tendance à l'oublier et pourtant il sert à augmenter votre température corporelle. Pour le faire, le mieux est de mettre votre corps en action en réalisant des jumping jacks, des montées de genoux ou autres. Le deuxième, c'est l'articulaire. Celui-là, tout le monde y pense puisqu'il suffit de faire des rotations d'épaules, de coudes et de poignets. Et le troisième, c'est le musculaire. Il faut activer vos muscles que vous allez solliciter dans votre entraînement avec une faible intensité. Donc si vous lancez des full planches dans votre entraînement, faire des tucks, advance ou des full élastiques peut être une bonne idée. Rajouter des étirements dynamiques est aussi une bonne option. Le dernier point, c'est l'alimentation. Si vous suivez, vous savez que je ne m'y connais pas en alimentation. Et donc le meilleur conseil à donner, c'est d'avoir une alimentation saine et variée. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'alimentation est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire. Et donc je ferai une vidéo à part entière dessus avec un professionnel de la nutrition. Maintenant que tu sais comment optimiser les facettes hors de ton entraînement pour diminuer les chances de te blesser, je vais te présenter les 4 blessures de la moins grave à la plus grave et comment les soigner. Et juste après, on rentrera plus en détail sur les points à optimiser dans vos entraînements de calisthenics. Déjà, il faut comprendre que le muscle est relié à un tendon qui est lui-même relié à un os. Lors d'une contraction musculaire, ce sont les fibres du muscle qui se raccourcissent, avec l'actine et la myosine pour ceux qui ont fait PSVT en terminale. Et ça permet au tendon de tracter l'os, et donc c'est ça qui fait qu'on réalise un mouvement. Lorsqu'on se blesse, c'est toujours à cause des erreurs que j'ai citées en début de vidéo. Et les blessures dont on va parler sont les blessures musculaires et tendineuses. On ne va pas parler de fracture ou d'entorse, car c'est souvent lié à un choc ou à une chute, et donc on ne peut pas prévenir ce genre de blessure. Celles que je vais te présenter viennent souvent du moyen long terme, et c'est à cause d'une mauvaise manière de faire ces entraînements. La blessure de niveau 1, c'est la contracture musculaire. Elle peut venir assez facilement car elle se produit dès que les fibres musculaires restent contractées de manière prolongée. Il y a souvent une tension musculaire excessive et une grosse fatigue musculaire. Pour la soigner, c'est simple, il faut du repos, de la chaleur et des étirements. Mais pour les étirements, c'est uniquement lorsqu'on ressent plus de douleur, ou alors très peu. La blessure de niveau 2, c'est la tendinite. L'erreur, c'est de croire que c'est un lieu inflammatoire. Or, ce n'est pas le cas. C'est une souffrance au niveau du tendon qui est souvent liée à un excès de tension. Pour la soigner, il faut absolument éviter 2 choses. La première, c'est de faire des étirements, et la deuxième, c'est de prendre du repos.
Ça peut paraître étrange et pourtant vous avez besoin de travailler sur la blessure à une intensité plus faible pour qu'elle guérisse. C'est donc l'occasion parfaite pour faire du deload. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur comment bien s'entraîner pour progresser, j'ai créé une mind map entièrement offerte qui reprend des notions clés de l'entraînement et qui vous explique comment les utiliser, comme le deload par exemple. En tout cas, pour la tendinite, ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'immobilisation. La blessure de niveau 3, c'est l'élongation. Ça arrive lorsqu'on étire trop un muscle ou lors d'une contraction trop forte. Et pour le coup, pour se soigner, la meilleure option est de prendre du repos, car il y aura des micro-déchirures des fibres musculaires. En plus de ça, il y aura une zone inflammatoire, il faudra donc mettre du froid et compresser la zone avec des bandes. Et évidemment prendre des anti-inflammatoires. La blessure de niveau 4, c'est la déchirure musculaire. Il existe 2 stades. Le premier, c'est lorsque les fibres musculaires se déchirent. On ressent une contracture et on a mal quand on touche, quand on s'étire et quand on contracte. Et là aussi, il faut absolument éviter ces 3 choses. Il ne faut pas faire de massage car un hématome va se former pour cicatriser et les massages empêchent cet hématome de se créer. Il ne faut pas s'étirer car ça va diminuer les nutriments nécessaires à cette cicatrisation. Et finalement, il ne faut pas mettre de froid car cela ralentit la cicatrisation. Donc vous allez me dire, que faire? Eh bien le mieux, c'est tout simplement de faire les mouvements qui vous font le moins mal possible et de laisser le temps à votre corps de se soigner par lui-même. Et le deuxième stade, c'est la rupture tendineuse ou musculaire. C'est ce qu'on veut absolument éviter car le mieux pour se soigner c'est de faire une opération chirurgicale. Je précise qu'en cas de blessure, la meilleure chose à faire c'est de contacter un professionnel de la santé. Et un vrai, car malheureusement il y a beaucoup de médecins qui font des mauvais diagnostics et ça vous fait perdre un temps fou. En calisthenics, il y a différentes erreurs qu'on effectue et qui contribuent à certaines blessures. La première, c'est de savoir que travailler l'ensemble des muscles du corps va aider pour ne pas se blesser. En calisthénie, on a tendance à travailler un seul côté sur les mouvements à un bras. C'est d'ailleurs mon cas, et malheureusement, sur le long terme, ça peut potentiellement provoquer des blessures, dues à un déséquilibre du corps. Une autre idée reçue qu'on s'est faite, c'est que la plupart du temps, on pense que réaliser un mouvement assez complexe, comme la maltaise ou les festos, avec une mauvaise forme, augmente le risque de blessure. Or, ce n'est pas le cas. La difficulté et la forme d'un mouvement n'a pas d'influence sur le risque de blessure. Ce qui joue, c'est la technique utilisée pour réaliser ce mouvement. Pour avoir une bonne technique, nous n'avons pas besoin d'avoir une bonne forme, puisqu'elle correspond à des critères purement subjectifs. Nous devons avoir une bonne activation, qui correspond à engager les différents groupes musculaires de la bonne manière et ainsi diminuer le risque de blessure. Recruter les bonnes activations sur chacun des mouvements est long et complexe à comprendre, donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Si malgré tout ça, vous avez des douleurs, vous devez savoir ces choses-là. L'immobilisation est la pire chose à faire. Le corps a besoin de rester en mouvement. Le mieux est donc de continuer à s'entraîner en essayant de ne pas avoir de douleur ou le moins possible. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais forcer sur une douleur. L'ego, on le laisse à la maison, ou même on le fout dehors parce que la plupart des athlètes s'entraînent à la maison. Et du coup, on prend la décision de s'arrêter. Finalement, si vous avez une douleur trop importante sur un mouvement, vous pouvez changer de grip, changer de variante, travailler les zones impliquées de ce mouvement d'une autre façon, ou même mettre la figure sur pause et travailler une autre figure et y revenir plus tard. Donc la blessure est loin d'être une fatalité dans la plupart des cas, mais c'est surtout une occasion d'apprendre de nous-mêmes, d'apprendre de nos erreurs et de mieux s'entraîner par la suite. Il n'y a jamais d'échec ou de mauvais moments, la vie t'offre un choix entre la victimisation et l'évolution. C'est à toi de choisir. Maintenant, on va parler de souplesse et de mobilité qui sont tout simplement essentiels pour réaliser la plupart des mouvements en calisthenics. Que ce soit celle des poignets, des coudes, des épaules ou même des muscles latéraux, donc ceux sur le côté du corps. Les blessures soudaines sont souvent apparentées à un simple faux mouvement, et pourtant elles viennent à partir de ce manque de mobilité / souplesse. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut largement les éviter si on accorde quelques minutes pour renforcer notre assouplissement.
Il existe différentes formes de souplesse. La souplesse passive et la souplesse active. La souplesse active, c'est lorsqu'il n'y a aucune résistance à l'étirement du muscle. La souplesse passive, c'est lorsqu'on va rajouter une légère pression sur l'étirement et ce qui va mieux travailler les ligaments, tendons et articulations. Or, en calisthenics, la souplesse passive est ce qu'on va rechercher, car lorsqu'on réalise un mouvement, on impose une contrainte assez forte à nos articulations et à nos tendons. En plus de ça, il faut absolument comprendre la différence entre les assouplissements et les étirements. Un étirement sert à allonger le muscle au maximum de son amplitude, alors que l'assouplissement va étirer les tissus conjonctifs, donc les tendons, ligaments et articulations, plutôt que le muscle. Et c'est ce qu'on va potentiellement plus rechercher en calisthenics. Mais concrètement, quels sont les avantages de travailler sa souplesse ? Car une bonne mobilité permet d'éviter la compensation musculaire. Si vous avez une limitation articulaire, vous serez obligé de mettre plus de tension sur d'autres muscles pour compenser ce manque de mobilité. Quand on vieillit, on a mal au dos. Et c'est dû à un manque de souplesse au niveau des ischio-jambiers. Et ce manque de souplesse, malheureusement, il doit être compensé par un muscle. Et ces muscles-là, c'est les lombaires, donc ce qui se situe au bas du dos. Et c'est bizarre, mais c'est là qu'on a mal. Tout simplement car ces muscles vont avoir une tension supérieure à ce qu'ils devraient supporter, à cause de ce manque de mobilité aux ischio-jambiers. En planche, si vous avez une mauvaise mobilité du poignet ou un mauvais grip, vos avant-bras et vos épaules vont devoir compenser ce manque de force. Ils vont donc récupérer 50% du travail au lieu de 33% si le poignet avait été impliqué. Quand un muscle est étiré, il peut emmagasiner de l'énergie élastique, comme un ressort. Ensuite, lorsque ce muscle se contracte, donc lorsqu'il se raccourcit, il va libérer cette énergie stockée et rendre la contraction musculaire plus puissante. On appelle ça le cycle étirement-détente. En plus de ça, une plus grande amplitude d'étirement peut aussi réduire le risque de blessure. Car les muscles et les tendons, lorsqu'ils sont souples, peuvent être sollicités sans être étirés au-delà de leur limite maximale fonctionnelle. Et donc forcément, ils ont moins de chances de s'abîmer. Une question très importante à poser, c'est de savoir quand il faut travailler la souplesse. La phrase clé à retenir est de travailler votre souplesse éloigné de vos entraînements. En effet, durant mes séances, après avoir fait 30 minutes d'étirement passif, j'avais une diminution de mes performances. Et je n'y pouvais rien, j'avais moins de force. En m'étirant, mon corps pense qu'il y a un risque de surtension. Et donc, il devient plus raide dans les minutes à venir. C'est pour ça que j'avais moins de force et que j'étais moins souple. La grande majorité des experts de la forme s'accordent à dire que les étirements statiques avant l'exercice ne sont pas seulement contre-productifs, mais sont surtout nocifs. Il faudrait donc faire des séances d'étirement éloignées de notre séance principale. On pourrait le faire le matin ou le soir, ça dépend quand est-ce qu'on s'entraîne. Et donc finalement, la dernière question, c'est de savoir comment la travailler. Il existe là aussi deux types d'étirements, les étirements statiques et les étirements dynamiques. L'étirement dynamique, c'est celui qu'on doit utiliser dans la deuxième et troisième phase de notre échauffement, donc articulaire et musculaire. On va simplement étirer un muscle ou tendon en faisant un exercice qui bouge, donc avec de l'élan. Il permet d'augmenter la température musculaire, de préparer le muscle à l'effort, de diminuer le risque de blessure et d'augmenter vos performances. L'étirement statique, lui, consiste à maintenir votre muscle ou tendon dans une position immobile. Ces étirements sont souvent les plus connus et les plus utilisés. Ils sont à faire après vos entraînements pour améliorer votre souplesse et garder la mobilité articulaire. Bien évidemment, il existe pour les deux types d'étirements une méthode active et une méthode passive. Un étirement actif comprend une contraction musculaire, soit du muscle à étirer, donc le muscle agoniste, soit le muscle opposé de celui qu'on veut étirer, donc le muscle antagoniste. Le but est de décontracter le muscle pour que l'étirement soit plus efficace. Un étirement actif permet de gagner plus d'amplitude qu'un étirement passif. L'étirement passif, lui, est réalisé par une mise en tension du muscle au repos.
Ils sont utilisés pour la récupération avec des étirements courts et des pauses longues entre les étirements, et pour améliorer votre souplesse avec des étirements longs et des pauses courtes entre chacun des étirements. Je vais donc te montrer les exercices d'assouplissement et d'échauffement que tu pourras utiliser avant et après tes entraînements. Avec ça, tu pourras assez aisément améliorer ta mobilité et surtout diminuer le risque de blessure sur un mouvement. Bien évidemment, comme avant tout étirement articulaire ou même musculaire, la zone de travail se doit d'être convenablement préparée en l'échauffant correctement. C'est pourquoi il est préférable, surtout en tant que débutant, d'effectuer plusieurs ronds de poignet afin de minimiser les chocs trop violents. Cette progression permet d'étirer et de gagner en mobilité articulaire aussi bien en flexion qu'en extension. L'exercice peut être réalisé lors de l'échauffement ou encore pendant une simple séance d'étirement passif. Il est préférable d'atteindre un niveau d'angle de flexion et d'extension assez conséquent avant de passer à la progression suivante. De même que pour la première progression, les poignets doivent être convenablement préparés à l'effort. En effet, cette progression requiert une plus grande résistance face à l'étirement, puisque le poignet placé soit en extension soit en flexion devra supporter l'ensemble du corps, et ce dans un angle d'étirement très élevé. Bien évidemment, il faut faire attention à ne pas aller chercher un angle d'étirement trop important selon votre niveau. La même chose peut être réalisée avec les poings fermés, afin d'être sûr de bien solliciter toutes les zones du poignet. En effet, lorsque le poing est fermé, la mobilité de flexion et d'extension peut être naturellement réduite, et par la même occasion peut donner plus de douleur. Il est très important d'accepter progressivement la douleur afin de ne plus la ressentir. Cette progression requiert encore plus de résistance que les autres face à l'étirement puisque le corps est placé en position de planche, ligne planche. Les poignets placés complètement et volontairement droits face à l'avant-bras devront supporter l'ensemble du corps. Encore une fois, il est préférable de maîtriser les progressions précédentes avant de réaliser celle-ci. Ici, l'objectif est de décoller les pieds afin de faire une full planche ou straddle en ayant les poignets complètement droits. Maintenant, on va parler des exercices à réaliser pour les coudes et les épaules. Debout ou à genoux, cet exercice vous aidera à étirer les arrières d'épaules et à augmenter l'angle d'extension des scapulas. Le temps sous tension devrait être relativement conséquent, 15 à 45 secondes, afin d'étendre un maximum la zone ciblée. Il peut être réalisé avant l'entraînement pour ouvrir les scapulas. Il vous aidera sur le mana, le hollow back handstand ou même encore le freestyle. Encore une fois, je dois me tenir de vous rappeler que pour tous les exercices, la zone de travail doit convenablement être échauffée. Ici, l'étirement doit être géré avec précaution. En effet, cet exercice mettra une tension assez intense sur les avants d'épaules et les hauts des pectoraux. Quand on n'est pas habitué à subir ce genre d'étirement, cela pourrait causer des micro-lésions. Le but est à terme d'avancer ses pieds le plus loin possible devant, tout en laissant ses mains au même endroit. Fixez-vous des objectifs de temps sous tension et des niveaux d'angle d'ouverture d'épaule à ne pas dépasser. C'est pour moi un des seuls exercices d'assouplissement à ne pas négliger en street workout. Cet exercice sera très utile pour accepter encore plus la douleur face à l'étirement, notamment en maltese et en iron cross. Attention cependant, il ne s'agit pas de vouloir devenir hyper lax, auquel cas cela pourrait s'avérer dangereux. Si vous êtes déjà hyper lax, veuillez plutôt prioriser le renforcement musculaire type biceps curl pour hypertrophier les biceps et ainsi réduire les risques de blessures au coude. Finalement, on va finir par les exercices utiles pour les mouvements de side. Ces étirements sont mes préférés car ils ciblent parfaitement les obliques intercostaux et les grands dorsaux, qui sont les trois muscles latéraux les plus utilisés sur les mouvements de side. La chose qui est importante, ce n'est pas d'aller chercher toujours plus loin, mais de les faire correctement pour ressentir la position précise où les muscles vont être en étirement. Finalement, des simples flexions sur le côté et une bonne rotation du buste sera suffisant pour vous préparer au flag par exemple. Vous pouvez aussi le faire avec un poids pour vraiment aller chercher l'étirement et ce ne sera pas forcément beaucoup plus bénéfique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Pour rappel, ma mind map offerte est disponible dans la description et si vous voulez en savoir plus sur la respiration et comment l'utiliser pour gagner plus de force, je vous mets la vidéo juste ici. Et sur ce, bye bye.